on débute avec la 6e conférence qui sera donnée par M. Alexandre Guay-Picard. Alexandre possède un baccalauréat en aménagement et environnement forestier ainsi qu'une maîtrise en sciences forestières avec une spécialité en sylviculture. Il a travaillé pendant 6 ans comme ingénieur forestier dans la région des Bois-Francs au sein de l'agence et du groupement forestier d'Arthabasca-Drummond. Aujourd'hui, au MRNF, il coordonne notamment au sein du service de la forêt privée les travaux en lien avec le cadre légal et réglementaire sur l'aménagement forestier en forêt privée. En raison des nouvelles et récentes consignes du ministère, M. Guay-Picard sera avec nous en virtuel. Donc, nous l'accueillons tout de même chaleureusement. Alexandre, la parole est à toi. Bonjour tout le monde. Merci Claudine pour la présentation. Je vais vous partager mon écran. Voilà, vous voyez bien. Bonjour à tous. Donc, comme Claudine l'a mentionné, je m'appelle Alexandre Guay-Picard, je travaille au service de la forêt privée. Merci Amélie, merci à l'association de m'avoir invité à faire une présentation aujourd'hui. Le titre de ma présentation s'appelle « Conserver les milieux naturels et favoriser l'aménagement durable des forêts privées ». Pourquoi est-ce que ma présentation s'appelle ainsi? Bien, quand Amélie m'a demandé de venir vous parler de réglementation municipale, de venir vous parler des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, particulièrement en ce qui a trait à la forêt privée, je me suis demandé c'est quoi le fil conducteur de l'attente? Quelle est l'orientation gouvernementale en lien avec l'aménagement des forêts privées? Et puis, ce qui en ressort, c'est vraiment que dans le contexte où aujourd'hui, on demande au monde municipal de conserver des milieux naturels au travers des OGAT, on s'attend également au sein de l'orientation qui concerne la forêt privée de faire tout cela tout en favorisant l'aménagement durable des forêts privées dans ces milieux. Vous allez voir tout au long de ma présentation, c'est de ça qu'il retourne. Donc, pourquoi est-ce que l'aménagement de la forêt privée, c'est important quand on parle d'aménagement du territoire? C'est la première chose que je vais vous parler. Je vais vous mettre un peu en place le contexte légal et réglementaire qui concerne la forêt privée au Québec. Je vais vous parler des nouvelles orientations gouvernementales en ce qui concerne les forêts privées. Évidemment, j'ai pas le choix de faire un petit détour par les orientations gouvernementales qui concernent également la conservation des écosystèmes. Et finalement, je vous présente des exemples de succès pour s'assurer que ces orientations-là soient respectées. Et je finis avec une petite conclusion. Donc, pourquoi la forêt privée, c'est important quand on parle d'aménagement du territoire? La forêt privée, premièrement, c'est une force économique très importante. La forêt privée est possédée par plus de 134 000 propriétaires de boisés privés. Je dis plus de 134 000 parce que je vous révèle un petit scoop, ça va être confirmé bientôt, ces chiffres-là, et on va les divulguer, mais on est rendu au Québec en 2023, en fait, c'est les chiffres de 2023, plus aux alentours de 162 000 propriétaires, familles de propriétaires et corporations qui possèdent les forêts privées du Québec, donc presque un bond de 30 000 en 20 ans. C'est substantiel. Au Québec, il existe 30 600 producteurs forestiers en date d'aujourd'hui qui sont enregistrés au ministère des Ressources naturelles et des Forêts comme étant des producteurs forestiers reconnus au sens de la loi. La forêt privée génère 500 millions de revenus provenant de la vente des bois. Elle génère de façon directe et indirecte plus de 24 000 emplois. Elle génère un chiffre d'affaires de 4,7 milliards, mais aussi la forêt privée, c'est de nombreux produits et des services écosystémiques. C'est une force environnementale, évidemment, la forêt privée dans le sud du Québec et partout. Elle permet le stockage du carbone, elle permet le maintien de la qualité de l'eau, de la biodiversité, elle permet des activités de chasse, récréation, protection contre les risques naturels. Elle contribue au tourisme par la beauté de ses paysages et également, il ne faut pas l'oublier, elle produit du bois et la production de bois, c'est aussi un service écosystémique. Mais aussi, c'est une force sociale. C'est de nombreux citoyens qui possèdent un milieu naturel et qui en sont fiers. Si on se réfère à l'étude de la Fédération des producteurs forestiers
du Québec et le grand sondage pan-provincial qui avait été réalisé en 2012. Quelles sont les principales motivations de nos propriétaires? Bien, évidemment, c'est le plaisir de posséder un milieu naturel, mais j'ai souligné certains éléments d'importance. 75% d'entre eux récoltent du bois de chauffage, 50% produisent du bois. La raison pour laquelle j'insiste sur ces deux chiffres-là, c'est que la réglementation municipale et tout ce qui touche au cadre réglementaire pour les propriétaires de forêts, ce n'est pas marginal. Tout ce qui touche à l'abattage d'arbres, lorsqu'une MRC émet un règlement au niveau de la MRC, de la municipalité, ce n'est pas marginal de réglementer l'abattage d'arbres. La grande majorité des propriétaires de boisés vont, à un moment ou l'autre de la possession de ce boisé-là, procéder à l'abattage d'arbres, que ce soit pour du bois de chauffage ou pour des activités de production de bois un peu plus larges. Mais aussi, les propriétaires de boisés privés, ils souhaitent donner en héritage leur boisé et ce sont aussi des investissements. Donc ça, je le souligne ici, je vais en reparler un petit peu plus tard dans ma conclusion. Donc, quel est le contexte légal et réglementaire qui concerne la forêt privée au Québec? Il y a plusieurs lois qui touchent les propriétaires forestiers du Québec. Premièrement, évidemment, la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Au sein de la LADTF, il y a les articles 130 à 161 qui concernent la forêt privée. Donc, les articles les plus importants qui sont le 130 et 131 concernent l'enregistrement des producteurs forestiers, la notion de plan d'aménagement forestier et le remboursement des taxes foncières pour les propriétaires forestiers. Les articles 132 à 161 régissent les agences régionales. Il n'y a pas que la LADTF, il y a effectivement et évidemment aussi la loi sur la qualité de l'environnement. Évidemment, c'est une loi qui est sous la responsabilité du MESCC et pour toute question, je vous invite à leur poser directement, mais je dois mettre en contexte quand même des choses importantes qui sont au sein du règlement sur l'encadrement des activités en fonction de leur impact sur l'environnement et le règlement sur les activités dans des milieux humides et directs ou sensibles, car ce sont les deux règlements, avec évidemment le règlement provisoire sur la gestion des inondations, qui mettent en place le cadre provincial sur la gestion des milieux humides et hydriques, qui ont une grande importance sur l'aménagement de la forêt privée, vous le savez, pour la plupart. Finalement, la loi probablement qui a le plus d'importance pour la réglementation en forêt privée, ben c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans laquelle les MRC ont une habilitation réglementaire concernant la protection du couvert forestier et l'aménagement des forêts privées. Et c'est au sein de la LAU que se retrouvent les fameuses orientations gouvernementales en aménagement du territoire qui représentent les objectifs que poursuit le gouvernement en matière d'aménagement du territoire et qui constitue le principal levier du gouvernement pour orienter la planification territoriale. Donc, je dois commencer par vous parler de l'OGAT, on les appelle les OGAT, et de l'objectif 2.1, qui est de conserver les milieux naturels. Dans les prochaines années et lors de la rédaction des futurs schémas d'aménagement, les MRC devront, c'est une attente envers les MRC, de déterminer les milieux suivants comme territoires d'intérêt écologique. Les territoires d'intérêt écologique avec ou sans statut de protection qui sont identifiés dans une annexe du document des OGAT disponible en ligne. Voici à quoi peut ressembler une carte. C'est un exemple là, au Québec. Une carte lorsqu'on lui superpose les territoires d'intérêt. Ces territoires d'intérêt peuvent être culturels, historiques, esthétiques, écologiques. Vous voyez que la plupart d'entre eux sont écologiques. C'est pour vous donner un exemple de ce que peut représenter ces territoires-là à l'échelle assez locale. En sus de la production de ces cartes-là que les MRC devront obligatoirement produire au sein de leur futur schéma, les MRC devront prévoir des moyens de conservation pour ces territoires d'intérêt écologique-là. Donc, des moyens de conservation, c'est des normes, c'est des règlements, c'est des moyens qui viennent circonscrire des façons de procéder pour assurer la conservation de ces territoires-là. Évidemment, plusieurs de ces territoires d'intérêt écologique-là seront et sont des forêts privées.
Alors, pour ce qui concerne l'objectif 6.3, qui est de favoriser la mise en valeur de la forêt privée de manière à contribuer à son aménagement durable, 5 éléments d'importance sont attendus de la part du monde municipal. Premièrement, la MRC doit permettre les activités d'aménagement forestier à l'intérieur des secteurs à vocation forestière. Les secteurs à vocation forestière sont des espaces forestiers en terre privée qui, en raison de la superficie, sa localisation et la nature de son peuplement, présentent un potentiel de mise en valeur de la forêt. J'ai mis un exemple d'une carte dans le sud du Québec avec en vert, évidemment, les secteurs qui seraient des secteurs à vocation forestière. C'est la première attente envers le monde municipal de permettre les activités d'aménagement forestier à l'intérieur de ces secteurs-là. Dans un deuxième temps, il est attendu de la MRC qu'elle prévoit à même son schéma un encadrement minimal relatif à l'abattage d'arbres de façon à assurer une cohérence à l'échelle régionale et à favoriser l'aménagement durable des forêts. Ces normes doivent être établies en fonction de connaissances factuelles ou scientifiquement reconnues. Je vous mets ensuite la définition d'aménagement durable des forêts. Qu'est-ce que l'aménagement durable des forêts? L'aménagement durable des forêts, c'est l'ensemble des pratiques qui contribuent à maintenir ou à améliorer la santé à long terme des écosystèmes forestiers afin d'offrir aux générations d'aujourd'hui et de demain les avantages environnementaux, économiques et sociaux que procurent ces écosystèmes. C'est important quand on parle d'aménagement durable des forêts de considérer les 3 grands piliers du développement durable qui sont l'environnement, l'économie et les avantages sociaux. Pourquoi je vous dis ça, c'est que, puis je vais en parler juste un petit peu après, mais dans l'établissement d'un bon règlement ou d'un règlement sur l'abattage d'arbres qui favorise l'aménagement durable, on ne peut pas éviter de s'assurer que notre règlement tienne compte évidemment des avantages environnementaux des forêts et protège le couvert forestier, mais on doit s'assurer que notre règlement favorise aussi l'utilisation des bois et les notions économiques qui contribuent à la richesse et à la vitalité des secteurs plus ruraux, évidemment, de notre province depuis de nombreuses décennies. Donc, un cadre minimal, qu'est-ce que c'est? Puis là, les choses que je vous présente là proviennent de documents et de définitions que certaines MRC utilisent là, quand ils présentent les règlements régionaux qui concernent l'abattage d'arbres. Un cadre minimal devrait au minimum contenir des interventions qui seront soumises à l'obtention d'un certificat d'autorisation, souvent des activités un peu plus grandes, à impact un peu plus grand, que le monde municipal vont demander d'obtenir un permis avant de pouvoir procéder aux travaux et qu'un propriétaire devra obtenir. Ça contient aussi des interventions qui ne nécessitent pas un certificat d'autorisation. C'est important, cette notion-là, quand on parle d'un cadre minimal, c'est quelque chose qui est un peu inhérent au domaine forestier, d'avoir certaines activités qui sont soumises à un permis et certaines activités à moindre impact qui ne sont pas soumises à ces certificats d'autorisation-là. On retrouve aussi dans un cadre minimal ou dans un règlement régional les zones boisées à conserver. Et souvent, on retrouve là, une partie des renseignements qui doivent être transmis avec la demande de certificat d'autorisation. Une des choses les plus importantes à avoir dans le cadre d'un cadre minimal ou d'un règlement régional sera d'utiliser les bonnes définitions pour les coupes forestières. Je donne un exemple de certaines coupes là, avec la définition qui provient des définitions officielles là, de certains documents du ministère des Ressources naturelles et des Forêts qui sont souvent utilisés également par les agences régionales et par plusieurs MRC et municipalités dans le cadre de leur réglementation, mais c'est pour vous indiquer l'importance d'avoir les bonnes définitions et d'aller s'attacher avec les gens connaissants de vos territoires pour avoir les bonnes définitions. Quand on prépare un règlement d'abattage d'arbres également ou un cadre minimal dans le cadre d'un schéma, il faut définir souvent, c'est assez important pour être capable de faire ce que je vous parlais un peu plus tôt et d'avoir les bonnes activités qui sont soumises ou non à l'obtention d'un permis, eh bien, c'est de définir la notion de coupe intensive. Ici, je vous donne l'exemple de ce que plusieurs MRC utilisent comme définition de la coupe intensive, c'est l'abattage d'arbres visant à prélever plus de 50% de la surface terrière
incluant les chemins de débardage. Bon, il peut y avoir des détails qui expliquent cette notion-là. La notion de 50% ici que j'utilise, là, c'est vraiment la notion qui provient aussi du règlement sur l'aménagement durable des forêts, là, qui fait la distinction entre une coupe totale et une coupe partielle. Ce que ça va pouvoir permettre de faire à une MRC, d'avoir bien nommé ses définitions, c'est après ça de pouvoir déterminer les exemptions et les seuils à partir desquels elle va demander un permis ou elle n'en demandera pas. Donc, comme je vous dis, la MRC pourra utiliser ces notions pour déterminer ce qui est autorisé d'emblée et ce qui nécessitera un permis. Donc, par exemple, on pourrait retrouver dans un cadre minimal ou dans un règlement bon, les travaux autorisés sans certificat, les coupes de jardinage, les coupes d'éclaircie commerciale, les coupes progressives à couvert permanent visant à prélever au plus 50%. Et il pourrait aussi utiliser la notion de coupe intensive pour dire les coupes intensives effectuées sur moins de 4 hectares sont autorisées. De la même façon, elle va pouvoir utiliser la notion de coupe intensive pour dire ben, les travaux qui sont assujettis à l'obtention d'un certificat d'autorisation, ce sont les coupes intensives effectuées sur plus de 4 hectares. Ce sont des exemples. En troisième lieu, une autre attente qui est attendue du monde municipal dans le cadre des OGAT, ben, c'est que la MRC doit prendre en compte les investissements sylvicoles de l'État au moment de l'établissement des usages permis, des affectations ou des normes visant la protection, la restauration, l'utilisation durable des milieux humides et des territoires d'intérêt écologique. Autrement dit, lorsque la MRC prévoit son schéma d'aménagement, puis là, c'est pour ça qu'ici, je mets une petite mise en garde dans ma présentation. Les agences régionales de mise en valeur des forêts privées prennent à ce moment-ci une grande importance. Ce sont elles qui connaissent à l'échelle de leur région les endroits où les investissements sylvicoles de l'État ont été effectués. Évidemment, le plus grand investissement sylvicole de l'État, ce sont les plantations, les nombreuses plantations qui ont été effectuées au courant des 50 dernières années. On estime qu'au Québec, en forêt privée, il y a au-delà de 800 000 hectares de plantations. Donc, c'est plus que 10% du territoire forestier qui est couvert par des plantations en forêt privée. Pour prendre en compte ces investissements sylvicoles de l'État, un des exemples que je pourrais donner, en fait, une des principales choses à avoir en tête, c'est que lorsqu'on réglemente, ben, c'est de prévoir des règles qui ne prohibent pas, nonobstant la présence de ces territoires d'intérêt, la récolte, l'aménagement forestier des plantations. C'est un des exemples puisque c'est un des investissements les plus importants de l'État et bien sûr incluant facultativement des modalités particulières dans les territoires d'intérêt. Il faut aussi prévoir des règles qui limitent la récolte hâtive des plantations, des peuplements sylvicoles et des peuplements forestiers sur lesquels des investissements ont été réalisés. Il y a plusieurs MRC qui possèdent des règlements qui vont dans ce sens-là déjà. Si je vous donne des exemples, bon, ben voici comment qu'on pourrait écrire dans son règlement ou dans son schéma quelque chose à ce sujet. Alors, pour les sites ayant bénéficié d'investissements publics, malgré les dispositions de certains articles, et là, on peut référer aux articles qui concernent la protection des milieux d'intérêt, les coupes intensives dans les plantations sont autorisées. Pour ce qui est des sites ayant bénéficié d'investissements publics, on pourrait également dire sont interdites les coupes intensives dans les peuplements suivants, les jeunes plantations, là, je vous évite un peu les détails, les jeunes plantations de moins de 30 ans ou des peuplements forestiers là, ayant subi différentes interventions commerciales ou pré-commerciales. La quatrième attente, qui est une des attentes les plus importantes et qui font le lien avec le titre de ma présentation, bien entendu, c'est que les MRC devront s'assurer que les moyens qu'elles identifient pour conserver les milieux naturels et qui ont un impact sur la pérennité des activités forestières sont modulés en fonction de leur intérêt écologique et favorisent le maintien des activités d'aménagement forestier durable. Je vais vous donner des exemples un peu plus loin dans ma présentation. Et finalement, la dernière attente, et qui est un peu en lien avec d'autres attentes là, concernant la conservation des milieux naturels et la protection du couvert forestier, est de limiter le morcellement des lots et l'implantation d'usages non liés aux activités forestières dans des secteurs à vocation forestière.
Comment y arriver? Donc, ici, dans ma présentation, je vous présente 3 exemples, 3 façons de réussir à concilier là, à la fois la conservation des milieux naturels et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée en même temps. 3 façons qui sont des exemples, il y en existe plein d'autres et nous allons, et dans le futur, il va y en avoir d'autres également, mais je souhaitais insister sur 3 exemples que je souhaite vous mentionner. Une des premières choses les plus importantes à faire, je pense que tout au long de ma présentation, ceux qui sont issus du monde de la forêt privée et qui connaissent bien le domaine l'ont tout de suite bien compris. Ça va être excessivement important de travailler main dans la main avec les agences régionales de mise en valeur des forêts privées. Les agences sont présentes sur le terrain depuis 1995 déjà, un peu moins pour d'autres. Mais les agences sont impliquées et connaissent bien le milieu et sont bien imbriquées partout au Québec. Ce sont elles qui possèdent le plus d'expérience et d'expertise pour mettre en contact et faire le lien entre le monde municipal et les propriétaires et les conseillers forestiers, évidemment, qui conseillent les propriétaires pour mener à bien cette mission délicate. Donc, je vous parle du programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées. C'est important de se rappeler que un des principaux programmes et une des principales missions des agences régionales en région est de s'occuper du programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées. Le programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées a plusieurs objectifs spécifiques, dont ceux-ci: accroître le rendement et la qualité des bois de la forêt privée, améliorer les connaissances et la concertation concernant la forêt privée et maintenir l'engagement des producteurs forestiers. Dans le cadre du programme d'aide, il y a ce qu'on appelle le cahier de référence technique en forêt privée. Dans le cahier de référence technique en forêt privée, il y a plein d'éléments que les propriétaires et les conseillers forestiers doivent respecter pour s'assurer d'obtenir de l'aide financière et pouvoir les accompagner dans l'aménagement durable de leur forêt. Je vous donne 3 exemples très concrets de comment que le programme considère déjà d'emblée la conservation des milieux naturels. Par exemple, pour la protection des sols, dans tous les travaux commerciaux, on va retrouver dans le cahier un suivi de conformité qui se dit comme suit: les sentiers de débardage ne doivent pas occuper plus de 20% de la superficie du peuplement. C'est une préoccupation pour la protection des sols. On retrouve également des préoccupations concernant le fait de devoir favoriser la régénération naturelle lorsqu'on fait des coupes progressives. Un exemple, dans les suivis de conformité, un propriétaire qui décide de faire appel au programme devra absolument, après traitement, conserver un nombre minimal de 100 arbres semenciers à l'hectare bien distribués pour les peuplements résineux et de 50 dans les peuplements feuillus. Toutes des choses basées sur la science dont de grandes équipes ont contribué. Finalement, également, une autre chose importante, le maintien de la biodiversité et des services écologiques. Je vous donne un exemple pour la coupe de jardinage. Dans le suivi de conformité, on s'attend à ce que les propriétaires et les conseillers forestiers, lorsqu'ils interviennent dans des peuplements mixtes à dominance feuillue, doivent être traités afin de favoriser les tiges feuillues de façon à maintenir leur proportion. Et la coupe doit augmenter la qualité du peuplement, ce qui se fait en récupérant les arbres défectueux ou mal formés. Donc, l'exemple que je veux vous donner ici, et qui est déjà utilisé par plusieurs MRC et municipalités au Québec, c'est de prévoir, en fait, c'est un moyen qui est tout à fait légitime et qui est un bon moyen pour bien répondre aux attentes. Ben, on pourrait, par exemple, venir prévoir une mesure d'exception qui se lira ainsi. Le certificat d'autorisation n'est pas requis lorsque le déboisement à des fins d'activité sylvicole est effectué dans le cadre d'un programme d'investissement public appuyé par une prescription sylvicole et un rapport d'exécution. Le respect intégral de la prescription est obligatoire, etc., etc. On peut ajouter des choses à ça. Je vous donne l'exemple parce que, d'un, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé et c'est un exemple qui permet de tout concilier, comme je vous ai montré précédemment, et qui donne une grande place là, à l'expertise puis à l'expérience de l'ingénieur forestier, qui est lui-même encadré non seulement par son ordre professionnel, mais également par des normes rigoureuses qui sont basées sur des connaissances scientifiques.
Je vous donne ici un deuxième exemple. Je vous donne un exemple au Québec. Ceux qui sont très ferrés en géographie reconnaîtront peut-être le secteur, mais c'est un exemple là, que le monde municipal utilise de plus en plus. Ici, là, on représente les milieux humides là, dans le cadre d'un PRMHH. Donc, comment qu'on peut moduler en fonction de l'intérêt écologique? Je vous donne un exemple pour les milieux humides. Donc, voici une carte d'une région, Québec, dans laquelle là, vous pouvez voir que les secteurs en vert foncé sont des zones qu'on appelle des zones ciblées pour la protection et les zones brunes sont des zones ciblées pour l'utilisation durable. Donc, si on veut moduler les normes en fonction de l'intérêt écologique, c'est une excellente façon de le faire. Donc, de présenter d'un côté sous forme de zonage des zones où la protection est plus importante et des zones où l'utilisation durable et une protection plus extensive est souhaitée. Donc, lorsqu'on zone comme ça, on permet en même temps d'aller chercher une forme d'allègement où on n'est pas dans un mur à mur avec des normes très sévères qui sont basées sur l'élément le plus sensible qu'on veut protéger. Donc, ça nous permet de cibler des secteurs plus sensibles et de leur appliquer des normes un peu plus sévères, du genre dans les milieux humides d'intérêt de protection présentés à l'annexe, telle annexe avec les cartes appropriées. Les travaux d'aménagement forestier sont permis sous condition d'obtenir un certificat d'autorisation, de détenir une prescription sylvicole en tout temps, ajout d'exigences quant aux renseignements requis et ajout potentiellement d'exigences normatives dans ces milieux-là. De la même façon, on pourrait créer un article qui viendrait dire que dans les milieux humides d'intérêt d'utilisation durable, les travaux d'aménagement forestier sont permis sous condition de s'assurer de respecter la réglementation provinciale inscrite à la LQE et au RAFI et au RAMHHS, chose qui est déjà utilisée par plusieurs MRC qui précèdent un peu de cette façon. Donc, voici un autre exemple, puis plus là, dans le sens de la modulation en fonction des intérêts écologiques. Finalement, je vous donne un exemple que mon collègue qui suivra ensuite, Luc, provient de chez lui, un règlement là, pour la protection des corridors écologiques, un autre exemple de modulation qui peut être utilisé. Donc, dans le règlement 315 de la MRC d'Arthabasca, on parle du maintien des corridors forestiers. Donc, la carte qui est présentée à gauche est un énorme travail de collaboration qui a été effectué entre la MRC et les acteurs du terrain, principalement le Centre régional en environnement du Québec. Donc, c'est des cartes qui sont reconnues au niveau régional et qui ont été utilisées, comme je vous présentais présentement, qui sont présentées en annexe du règlement et qui viennent dire, dans ces corridors forestiers-là, tout déboisement ou débroussaillement amenant un changement de vocation est prohibé à l'intérieur des corridors forestiers, lesquels sont identifiés aux cartes de l'annexe unitaire. Donc, je n'insiste pas là-dessus. Luc, je pense, va en parler un petit peu. Je porte votre attention quand même sur la notion de changement de vocation quand on veut protéger le milieu forestier et s'assurer de maintenir notre couvert. La principale chose à garder en tête et à protéger, c'est évidemment le changement de vocation. Donc, je sais que Luc va en parler de façon plus large dans sa présentation, mais évidemment que cette façon de faire-là est la meilleure pour s'assurer de conserver le couvert forestier, tout en permettant une forme d'aménagement forestier, tout en permettant d'autres usages, que ce soit la production de sirop d'érable, de PFNL ou l'aménagement forestier, mais en s'attaquant au réel problème pour la connectivité, qui est le changement de vocation. Donc, voici pour mes 3 exemples. Je finis avec une petite conclusion. J'espère que je suis dans mes temps. Pour assurer une véritable conciliation entre la conservation des milieux naturels et la mise en valeur des forêts privées, que devra-t-on faire? Premièrement, je vous l'ai dit, mais j'insiste encore sur celle-là, il doit y avoir un grand travail de collaboration en amont avec le milieu de la forêt privée. Évidemment, je vous ai parlé des agences régionales de mise en valeur, mais il ne faut pas oublier le propriétaire lui-même et les conseillers forestiers qui leur rendent des services et qui sont outillés et qui peuvent accompagner le monde municipal en amont du processus. C'est quelque chose qui est apprécié des propriétaires et que les agences sont outillées et font déjà dans la plupart
des MRC et des régions du Québec. Dans un deuxième temps, c'est d'une extrême importance de prendre en compte les particularités de la forêt privée. On ne peut pas réglementer la forêt privée de la même façon qu'on réglemente la forêt publique, car l'échelle et les types d'activités qui sont pratiqués ne sont pas les mêmes. Surtout en termes d'échelle et en termes de zonage de propriétés, ben vous le savez, la forêt privée, ce sont des propriétés morcelées, ce sont des propriétés de petites superficies. Donc, on doit avoir en tête qu'on ne peut pas se fier uniquement sur la réglementation et ce qui se fait en forêt publique. Des fois, ce qui provient de la forêt publique est bon, mais on ne peut pas réglementer sur ce que de la même façon en forêt privée et en forêt publique. Également, la récolte en forêt privée est largement inférieure à la possibilité forestière. Donc, la forêt privée n'est pas surexploitée, loin de là. La possibilité forestière est utilisée à peu près à moitié. La forêt privée est résiliente, elle est diversifiée et elle va bien. Donc, c'est important lorsque on veut mettre en place une réglementation d'avoir cet élément en tête. Et finalement, ben, la marge de profit des producteurs forestiers est limitée. C'est important aussi de le savoir et de le considérer. Si on veut mettre en œuvre un aménagement forestier durable qui perpétue les avantages économiques pour les propriétaires et les communautés, ben, il faut avoir en tête que les activités forestières n'ont pas les marges de profit sont limitées. Il faut travailler avec les gens pour trouver des règlements qui sont compatibles avec la pratique de ces activités-là. Les normes et les mesures réglementaires de conservation des milieux naturels doivent être proportionnelles aux enjeux. On voit beaucoup d'exemples ces jours-ci au Québec, malheureusement, de normes réglementaires qui ne sont pas toujours proportionnelles aux enjeux. Je vous donne l'exemple d'une bande riveraine de 60 mètres autour d'un cours d'eau. Ce n'est pas tout à fait proportionnel. Une bande riveraine de 10, 20, 30 mètres avec certaines normes qui peuvent varier, qui sont modulées en fonction de la proximité des cours d'eau, d'accord? Mais il faut que ces normes et ces mesures-là soient proportionnelles aux enjeux. Il y a des gens pour accompagner le monde municipal sur ces aspects. Et finalement, je finis avec ça. C'est très important. Je vous en ai parlé un peu tout au long de ma présentation, mais j'insiste encore à la fin, de considérer l'aspect social des décisions d'aménagement qu'on prend par rapport à l'utilisation du territoire qui concerne les propriétaires forestiers. Je vous l'ai dit en entrée de jeu, pour certains propriétaires, leur propriété et l'utilisation qu'ils peuvent en faire, ce sont les héritages qu'ils donnent à leurs héritiers, ce sont des fois des fonds de retraite pour eux, c'est là qu'ils ont mis c'est un investissement, c'est là qu'ils ont mis leurs investissements. Et il s'agit d'un aspect important à considérer, l'aspect social de nos choix en aménagement du territoire en ce qui concerne la forêt privée et son aménagement. Il faut avoir en tête cette importance-là pour les propriétaires et les mettre au centre de nos décisions si on veut avoir un cadre minimal qui soit cohérent et des normes réglementaires qui protègent les milieux, qui conservent les milieux naturels, mais qui donnent une place à l'aménagement forestier que de nombreux propriétaires pratiquent de bonne façon depuis des décennies. Merci beaucoup à vous. C'était ma conclusion. Merci, Alexandre. J'espère que tu m'entends bien. Oui, je t'entends. Donc, je me suis ici pour m'assurer que tout le monde m'entendait bien. J'imagine en salle, vous m'entendez bien. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, vous venez au micro, puis à ce moment-là, vous nommez. Donc, notre collègue là, qui est en ligne va pouvoir répondre à vos questions. Bonjour. J'ai une question pour le ministère. Je me demandais, au début de votre présentation, vous avez parlé des MRC qui doivent respecter certains principes dans l'adoption de leur réglementation. Puis je voulais savoir si le ministère avait un mécanisme pour s'assurer de faire le suivi, si les MRC, dans leur réglementation, respectaient ces principes-là, puis s'ils ne le font pas, qu'est-ce que le ministère peut faire pour faire évoluer leur règlement? Merci pour la question. Écoutez, c'est une question qui est
que je dois rediriger vers mes collègues du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je vais quand même répondre de la façon que je peux, mais c'est une question évidemment qui s'adresse plus aux gens du MAMACH, car c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui s'occupe de la gestion des OGAT, qui s'occupe de la gestion de tout le cadre légal réglementaire que doit respecter le monde municipal. Donc, évidemment, je vous invite à leur faire part de votre question. Quand même, je peux répondre de certaines façons, d'une certaine façon à votre question. Dans le cadre des orientations gouvernementales en aménagement du territoire que je vous présente, ben, le monde municipal, dans le cadre de la rédaction d'un schéma et de certains règlements qui sont assujettis aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire, c'est pas le cas de tous les règlements, mais pour certains règlements et pour le schéma d'aménagement, ce que je vous ai présenté, puis toutes les OGAT, mais certainement celle de la forêt privée, lorsqu'un schéma est déposé, il y a une analyse qui est faite. Est-ce que ça répond aux attentes? Et puis ensuite, une communication est faite avec le monde, avec la MRC pour lui demander certains ajustements. Ces ajustements-là, la plupart du temps, sont effectués. Et ensuite, le règlement ou le schéma est réputé valide. Donc, je ne veux pas en dire plus parce que vraiment, c'est un dossier du ministère des Affaires municipales, mais c'est un peu comme ça là, que le processus se passe. Donc, les attentes que je vous ai présentées aujourd'hui face à la forêt privée, ce sont des nouvelles attentes. Hein. Ce ne sont pas les attentes qui sont en vigueur actuellement, ce sont des attentes qui sont en vigueur, qui vont entrer en vigueur à partir du 1er décembre 2024. Donc, et chacune des MRC du Québec là, aura un délai de 3 ans pour réviser son schéma d'aménagement et intégrer les nouvelles attentes. Donc, au fur et à mesure du dépôt des schémas, ces choses-là devront être intégrées. Et puis, voilà, c'est un peu le processus et ces attentes-là devront être respectées par les MRC. C'est pas de réponse, c'est juste que je me posais cette question-là parce que dans certains endroits, les jeunes gens forestiers ici présents peuvent constater certains dérapages de réglementation. Puis c'était un peu pour ça que je posais ma question. Mais merci pour votre réponse. Oui, merci. Bien évidemment, je crois que les OGAT et le cadre forêt privée, comme je vous ai un peu indiqué, l'objectif, c'est d'en arriver à une belle conciliation là, entre les objectifs que les MRC ont, à la fois sur la conservation des milieux naturels puis le fait de favoriser l'aménagement. Et puis, on pense que c'est des OGAT, on pense que c'est des attentes raisonnables là, qui vont très bien, là, juste pour vous le mentionner. Là, c'est très... la réception là, du monde municipal là, pour l'instant est très bonne, puis la collaboration est excellente là, pour bien intégrer les nouvelles attentes. Merci, Alexandre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci, très éclairant. C'est sûr qu'on est aux aguets. C'est sûr que le milieu forestier, moi, je travaille pour une agence, donc des représentants des agences, des conseillers qui sont ici. Je pense que c'est important pour le milieu municipal. Il y en a quelques représentants ici aujourd'hui qui communiquent avec les forestiers de leur territoire pour participer à ce travail-là. C'est important avec la révision des schémas. Il y en a plusieurs aussi des agences qui sont dans la révision de leur plan de protection de mise en valeur. Fait que tout arrive au bon moment. Fait que c'est important de travailler ensemble. Merci. Merci beaucoup.